Je propose de partir vers le... Mais oui, vous avez l'habitude, vers le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je vous rassure, on va parler de C'est quoi ce bordel, et on va parler évidemment de sa conception, qui est un peu particulière, et non, les livres ne sont pas apportés dans les librairies par les cigognes, ne soyez pas poète comme ça. Donc on va parler de comment ça a été fait, de ce livre que j'ai terminé il y a quelques heures maintenant. Plein de questions, plein de questions, mais la première, si vous étiez un livre de chevet, cher Bruno Gassio, lequel ce serait et pourquoi, en quelques mots? Alors, ce serait probablement Et l'homme créa les dieux de... c'est vrai, je vais bouffer le nom. Évidemment, l'émotion me fait à chaque fois la même chose. Tout se bouscule dans ma tête. Pascal Boyer. C'est mon livre de chevet. Il est toujours sur ma table de nuit. C'est un livre qui m'a changé, qui a changé ma vie parce que il y en a d'autres, hein, j'avais bifurqué avant, mais celui-là est le dernier en date, il y a peut-être une quinzaine d'années, c'est un livre sur le cerveau et qui explique les raisons pour lesquelles le cerveau humain est capable d'accepter des choses totalement irrationnelles, comme toutes les croyances. Et c'est pas du tout une explication comme on nous donne, c'est pour expliquer la mort et les choses comme ça. C'est quelqu'un qui m'a ouvert sur les sciences un peu plus que sociales. C'est-à-dire que j'aime comprendre pourquoi les humains font certaines choses. Voilà. Et ce livre, je le recommande, ça s'appelle « Et l'homme créa les dieux » et c'est de Pascal Boyer. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la boîte. Ça fait vraiment un lien avec ce dont on a discuté juste avant avec Noël Michel. Si vous étiez un format parmi tous ceux qui existent, le poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée ou toute autre chose, lequel je serais le bon vieux livre de la collection 10-18, le genre de truc qu'on peut mettre dans la poche arrière d'un jean, qui tient, qu'on peut lire n'importe où, qui se plie un petit peu, qui ne se détruit pas facilement et qui est beau surtout. J'ai le souvenir de collections comme ça. Mon père, qui était un maçon italien, a appris à lire dans les romans noirs et les romans d'anticipation. Il y avait alors Vargo Staten, il y a un mec qui s'appelait Jimmy Gueux, je ne sais pas si les gens peuvent retrouver ça, Jimmy Gueux. Et ces formats, j'ai gardé les livres de mon père, il y en a 170 à peu près, je les ai gardés, et ce format est beau et il est pratique, il a de la main, comme on dit. Je trouve le mien, par exemple, un peu trop gros. Trop de chapitres, mais non, en fait, moi c'était pile bien. Non, on expliquera pourquoi il y a beaucoup de chapitres. Ah oui, on va expliquer. Si vous étiez une maison d'édition, Masso Édition, ou une caractéristique, par exemple, de Masso, oui, mais j'aime bien les liens qui libèrent aussi, puisqu'ils m'ont publié 2 ou 3 livres, je crois, et j'aimerais être publié par Gallimard dans la collection noire, évidemment, mais il faut être très très fort pour être chez Gallimard. Et dans au rayon très très fort, on a Kiko, hein, qui est le Kikopédia, et donc Jimmy Gueux, pseudonyme littéraire de Henri-René Gueux, né le 19 mars 1926 à Aix-en-Provence, mort le 2 janvier 2000 à Vernouillet, que je n'ai pas le plaisir de connaître, est un écrivain de science-fiction, essayiste, ufologue, vidéaste et homme de radio français. Si ça, c'est pas du Kikopédia dans le texte. Mais... Ouais, ça, c'est vraiment... mon papa a appris à lire, notamment avec Jimmy Gueux. Et j'avais ça dans la tête tout le temps. Vargo Staten et Jimmy Gueux. C'est des mots comme ça qui m'ont... Voilà. Si vous étiez un rayon dans une librairie, vers quel rayon iriez-vous? Les sciences sociales. Je pourrais dire la BD aussi parce que j'aime beaucoup la BD. Mais sciences sociales, ouais. On parle beaucoup aussi de tout ce qui se passe dans la société, hein, dans C'est quoi ce bordel? On va aussi en parler ce soir. Si vous étiez un marque-page, avec quoi marquer la page? Les tranches de jambon sont interdites et beaucoup de gens ici présents détestent qu'on corne les pages, je précise. Après, on en fait ce qu'on veut.
Alors, le marque-page, c'est ce qui me tombe sous la main. C'est souvent un mouchoir, un vieux mouchoir qui traîne. Je déchire un bout de papier, n'importe lequel. Si j'ai un magazine que j'ai déjà lu, dont je mets, voilà. C'est ça qui me sert de marque-page. Et j'adore qu'on m'offre des marque-pages, mais je m'en sers jamais. Il en existe plein. On m'en a offert plein, et je m'en sers jamais parce que je sais pas. Il y a un côté, voilà, avec ce qu'on trouve sous la main, il y a plein de gens Ouais. qui aiment faire ça, mais la tranche de jambon est interdite, je vous le redis. Oui, Si vous... ça, par exemple, ça pourrait être un marque-page. Parce que j'ai fait réparer un téléphone et je m'en suis servi pour le mettre là-dedans, parce que j'apprends le grec évidemment, et voilà. Donc il est là, ça se passe comme ça. Voilà. Ça ne doit pas être simple tous les jours d'apprendre le grec, mais très belle langue. C'est... Mais oui, ça doit pas être la plus simple, maintenant que je m'en rappelle de quand j'y suis passé. Si vous étiez un personnage, ça peut être dans un film fictif, ça peut être un personnage existant, ayant existé, peu importe. Un personnage, Maître Yoda. J'adore la sagesse dans, je ne sais plus dans quel épisode, on dit on est en train, c'est bon, tout le monde est content, on a gagné la guerre, et il les regarde en leur disant, les gars, c'est une guerre, personne ne gagne, c'est une guerre. Et je trouve ça, en ce moment, je pense beaucoup à lui avec les événements, enfin la guerre en Ukraine, on ne va pas dire que c'est des événements, c'est vraiment une guerre. Et je ne vois personne dire, par exemple, comment on fait la paix, comment ça s'arrête le truc. Je vois tous les journalistes, tous les ministres des Affaires étrangères, tous les ministres des armées, tous être belliqueux. Il faut absolument armer l'Ukraine, il ne faut pas que la Russie gagne, il faut pas. Mais personne gagne dans une guerre, bande d'abrutis. Tout le monde perd dans une guerre. Donc comment on l'arrête? Et personne ne le fait. Donc j'aime bien Maître Yoda pour ça, parce que c'est le seul qui veut mettre fin à la guerre et qui a la sagesse. Si un jour je pouvais avoir la sagesse. Mais en général, tous les mots sont dans le bon ordre, hein. Dans C'est quoi ce bordel? Je précise pour les gens qui écoutent. Je voudrais pas que vous soyez inquiets. Quoique, il y a quand même des choses originales aussi, on va en parler. Si vous étiez un temps de conjugaison, parmi... Quoi? Un temps de conjugaison, dans notre Le beau présent. Becherel. Présent. Présent. Écriture au présent aussi, alors? Oui. Là, dans ce livre, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la narration linéaire. Un événement, on amène un autre, on va du point A, B, C, D, avec, j'espère, une amplitude entre le suspense et la surprise de plus en plus grande. Mais voilà, oui, je suis... ouais. Dans le présent. Quelle serait la bande-son de ce livre si on faisait un groupe, une chanson en particulier, peu importe, ou un genre? On ferait quoi comme bande-son pour C'est quoi ce bordel? Highway to Hell. En autoroute vers l'enfer. C'est ce qui vit ce flic. Et la suite, c'est pire. Et la suite, c'est pire. Bon, on va en parler aussi, ça. Si vous étiez un signe de ponctuation. J'hésite entre l'inutile point-virgule et le point d'exclamation, parce que j'ai envie d'en mettre tout le temps et que les correcteurs me disent tout ça, enlève les... Tu mets trop. Pourquoi tu mets 3 points d'exclamation? Souvent, j'ai envie de faire sentir que le personnage dit un truc, non, bordel! Et donc j'en mets 3. Il me dit, c'est pas utile du tout. Bah, faut faire simple. On m'a dit la même chose, donc il y a quelque chose de récurrent chez les éditeurs, visiblement, c'est de retirer des points d'exclamation. Et il y a un vrai groupe qui est pour la défense du point-virgule. Il faut faire attention. Oui. Et moi, personnellement, j'en ai jamais mis un seul dans mes livres. Alors, je suis très gêné vis-à-vis d'eux, mais il y a un vrai groupe qui y tient. Et donc, on est sur un sujet hyper sensible. Faut faire gaffe. Merde, attends. Tu m'as dit qu'on avait le droit de se lever, de faire des trucs. Complètement. Je vais faire un truc. Hop, je vais faire ça. Et ça, voilà. Parce qu'en Grèce, il fait chaud. Je mets un petit ventilateur au-dessus de ma tête. Normalement, on l'entend pas. Mais il fait pas... Il fait chaud aujourd'hui, il fait orageux. Petit dernier pour la route, si vous étiez un verbe, parmi tous ceux qui sont disponibles. Faire.
n'importe quoi faire. Des murs, des tables, des chaises, des livres, des films, des pièces de théâtre, des manifestations, des cris, des hurlements, des coups. Protester, ne pas être content, mais faire. Et laisser une trace quelque part. Alors, ça, franchement, j'y pense jamais. Mhm. Mais ça peut pas être un objectif si des gens laissent des traces, comme Pascal Boyer peut laisser une trace dans mon esprit parce qu'il a, par son livre de 780 pages, quand même changé quelque chose dans ma vie, et que je peux le faire parfois, pas forcément avec les livres que j'ai faits, parce que c'était pas l'objectif, les livres, de faire changer les gens, mais avec les Guignols, ouais, si j'ai réussi quelque chose et que des gens ont eu une réflexion différente après avoir vu qu'avant, ouais, c'est pas mal, ouais. Je pense que c'est le cas. On a Seb dans le chat qui nous dit bonsoir, un plaisir de revoir Bruno, idole des années Canal. J'espère qu'il n'a pas écrit en mode Nono de Groland. Smiley. On a des connaisseurs. C'est vrai que ça peut laisser des traces. C'était ça, Nono, ouais. Ça fait des souvenirs, mine de rien. Donc ça peut laisser des traces. Je comprends, Seb. Je comprends très très bien. Une première question, on va parler de ce livre. C'est quoi ce bordel? Évidemment. Une première question hyper originale, et j'en suis très très fier, vraiment. Je pense que je vais le déposer un jour, tellement c'est original. Est-ce que vous pouvez pitcher ce livre? C'est quoi ce bordel? De quoi parle-t-il pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Ça parle. Ce qu'on peut en dire, en tout cas. Alors, l'histoire de la façon dont j'ai décidé de faire ce livre est beaucoup plus intéressante presque que le pitch du livre. Parce que le livre, c'est juste un flic dépressif qui rentre au commissariat, il se met une balle dans la bouche. Au dernier moment, juste avant de tirer, quelqu'un retire la main, ça lui arrache la moitié de la joue, les dents, l'oreille, il est à moitié défiguré et il s'en sort parce qu'il n'a pas de chance. Ça, c'est ce qu'on met sur la 4e de couve. Et il est complètement dépressif. Il va au cimetière où il aurait dû être enterré entre deux personnes qu'il ne connaît pas. Et il voit qu'il y a une femme sans arrêt devant la tombe de sa fille de 20 ans qui a été assassinée. Et il se met dans la tête d'aider cette femme et de savoir qui a tué Bérangère. Voilà, c'est son truc, il veut savoir qui a fait ça. Ce faisant, il s'aperçoit que si l'enquête a été mal faite, il y a des raisons. Et là, s'enchaîne une série de... c'est un anti-héros. Tout lui arrive malgré lui. Et s'il n'est pas là, les choses n'arrivent pas. Mais il fait des choses comme ça. Il va de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et il finit toujours dépressif, mais joyeux. Et il a eu, alors je vais pitcher le début de la suite, il a eu 45 minutes de bonheur. C'est tout ce qu'il a eu. C'est marrant, c'est le temps d'une interview dans la boîte. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Bonsoir Ludo, au passage. Je ne sais pas saluer. Quel a été le déclencheur? On disait, c'est la genèse de ce livre est presque plus intéressante que le livre. Je ne suis pas sûr. On va dire qu'on va les mettre sur le même pied d'égalité, mais quel a été le déclencheur pour écrire ce roman? Une femme... je ne veux pas dire son nom parce qu'elle ne m'a pas autorisé à le faire, mais qui m'a aidé à sortir de ma condition de complexé. Je donne des cours parfois dans les universités sur comment on raconte une histoire et je commence toujours par dire la seule chose que ma génération peut dire à la vôtre, c'est pardon. Désolé, on a kiffé notre race, on a mis le monde dans un état déplorable et à vous de le réparer. Désolé les gars, bonne chance. C'est un bon pitch aussi. Ouais, oui, c'est un pitch atroce. Hein, parce que... Et je m'excuse tout le temps. Je présente tout le temps mes excuses et elle me dit, mais arrête de faire ça. Tu as écrit plus de livres, plus d'articles, fait plus d'émissions de télé, écrit de sketchs que n'importe quel des professeurs de littérature de tout ce bordel, de toutes les universités là. Et notamment moi qui n'ai jamais écrit un seul livre. Et donc, on parle de ça. Elle a écrit sa thèse pour être docteur en littérature, mais elle n'a jamais publié. Et elle me dit, parce que je n'ai pas d'idées. Et je lui dis, on n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des envies. Si on n'a pas envie d'écrire,
ça n'avance pas. C'est l'envie qui fait, c'est un acte physique d'écrire. Et elle ne me croit pas. Et ça dure comme ça plusieurs mois. J'écris mon mémoire, parce que j'ai obtenu un master de création littéraire et métier de l'écriture à 60 ans. Félicitations. On en reparle après aussi. 19 sur 20, félicitations du jury. Ah. Quand vous voulez. Monsieur. Vous voulez. Monsieur le master. My master. Et de loin en loin, comme ça, on parle de ça, d'écrire. Et je lui dis à un moment, écoute, tu m'énerves, je t'envoie 2 pages dans 2 heures. Elle me dit sur quel sujet. Je dis, je ne sais pas, je verrai, on verra. Et les 2 pages qui commencent le livre sont les 2 pages que à cette femme. Elles sont telles que je les ai écrites en 2 heures, sans savoir où j'allais. Là-dessus, j'envoie 2 pages par jour pendant assez longtemps. Puis, on se fâche un petit peu. Enfin, on fait en sorte que, voilà, on se parle moins. Et je relis quelques mois après les pages et je me dis, hey, c'est vachement bien. Tu as écrit un truc vachement bien. Mais je ne sais pas quoi en faire. C'est pas du tout dans mon style habituel. J'ai pas d'éditeur pour ça. Et je me dis, mais après tout, je vais le donner, ce livre. Et donc, je poste sur Facebook, je crois, en septembre, octobre l'année dernière, en disant, voilà, j'ai une centaine de pages, une petite centaine de pages. Si vous voulez, j'explique ce que je viens de dire là. Si vous voulez, je fais pareil, j'en poste 2 par jour et on voit ce qui se passe. Et là, j'ai 30 000 réponses de gens qui me disent « Vas-y !» Donc, ça donne des ailes, ça. Ah ouais. Première lecture, ouais, mais enfin, ça donne des ailes, mais aussi tu prends des claques. Première lecture, les 4 premières pages, parce que j'en publié 4 ou 5 en fait, pas 2 vraiment, elles sont lues par 29 000 et des barrettes. Et je me dis, waouh, en fait, c'est énormément de lecteurs pour un livre, 29 000. Et c'est tombé très rapidement autour de 10 000 parce qu'il y a tous ceux qui n'aiment pas, ceux qui ont dit oui, on va regarder, mais qui ne regardaient pas. Mais il y a eu une espèce de noyau de fidèles à Bertrand Morillo. Voilà. Et donc, j'ai continué à écrire. Et pendant 38 jours, j'ai écrit tous les soirs. Me suis levé le matin tôt, vers 6 heures, pour corriger ce que j'avais écrit la veille, le poster à 8h, 8h30 ou 9h du matin, et recommencer le soir pendant 38 jours pour faire, je crois qu'il y a 280 pages. Et l'histoire est née au fil de l'eau, de jour en jour. C'est pour ça que c'est une narration linéaire, parce que j'aurais pas pu faire une narration en spirale, parce qu'il aurait fallu que j'ai déjà dans la tête tous les personnages et le point de convergence et tout ça. C'était difficile de faire de l'arboriculture, tu sais, en arbre, comme ça, en branche. Et la narration linéaire, elle a ça de bien, c'est que tu peux faire du feuilleton. C'est comme ça que sont faits les feuilletons, on avance, quoi. Et comme je le disais précédemment, j'aime faire. Et l'idée, c'était de faire que ce livre se mette à exister. Seulement, au bout de quelques semaines, Massot m'a appelé en me disant « Mais c'est vachement bien ce que tu fais, mais pourquoi tu donnes un livre ? Faut le vendre !» Et donc, j'ai dit « Non, on s'est mis d'accord avec les gens, voilà ce qu'on va faire. Il faut que moi, je trouve le système pour leur faire parvenir le livre en format livre, donc un PDF en format livre, qui puisse imprimer, inventer une couverture et le poser dans des boîtes à livres pour qu'il se diffuse comme ça. » Et tout le monde était d'accord avec ça en disant ouais, c'est génial, on va l'imprimer, on va le faire. En fait, il y a très très peu de gens qui l'ont imprimé. Ça se compte en centaines, alors qu'il y avait des milliers de lecteurs. Mais ceux qui l'ont fait et qui l'ont posé dans les boîtes à livres, je les remercie parce que l'idée de base, c'était vraiment ça. C'était de partager quelque chose gratuitement avec les gens. Il y a un gars, j'ai oublié son nom, je m'en excuse si par hasard ça lui vient aux oreilles, qui a fait la couverture. Il m'a envoyé plein de photos. Il y a plein de gens qui ont envoyé plein de photos, plein d'idées. Et on a voté et on a choisi et le titre et la couverture. Et puis il a été imprimé. C'est celle que je t'ai montré, je crois, ça hier quand on s'est appelé. Si voilà, il est là.
C'est celle-là, voilà, ce qui n'est pas la même, celle qui est là. Ça, c'est quelqu'un, alors la page est cornée, tu vois, le truc est... Mais c'est quelqu'un qui a fait ça et qui me l'a envoyé. Tu vois, j'ai mon livre a été envoyé par quelqu'un qui a fait la couverture. J'ai trouvé ça absolument fabuleux et c'est une expérience que je voulais mener jusqu'au bout. Et je ferai pareil pour la suite. Je la publierai d'abord sur Facebook gratuitement. Et je tiens à remercier Masso Édition qui a fait un truc qui est assez rare. D'abord, il a mis à mon service son numéro de je sais pas quoi. Parce que pour pouvoir imprimer, il faut un numéro de je sais plus quoi. Il me l'a mis à ma disposition. Les gens ont pu imprimer le bouquin gratos. Et là, aux dernières nouvelles, donc je suis allé voir, quand j'ai fait un peu de publicité sur les réseaux en disant achetez ce livre, et il est toujours en version téléchargeable gratuite. Il y a des gens qui m'ont dit non, il n'existe plus en version gratuite. Pour les liseuses, c'est 5 €. 4,99, il faut payer maintenant. Voilà, c'est ça que tu appelles gratuit. Je me suis fait incendier. Donc, j'ai dit ça à Masso. Il m'a dit non, c'est une erreur. Et donc, normalement, aujourd'hui, si on va sur ePagine ou le site de Masso Édition, pour les plus fauchés, on trouve le PDF en téléchargement libre. Parce que je pense que les gens doivent lire, principalement lire, et pas payer. Après, ceux qui peuvent filer 18 €, c'est le prix. Faites-le parce que ça aide l'éditeur. Et franchement, moi, c'est pas avec ce que je touche dessus que je vivrai. Donc, je fais pas ça. C'est pas du tout pour l'argent. L'éditeur, ça l'aide à continuer à imprimer non seulement les miens, mais ceux d'autres gens. Donc, il faut continuer à essayer d'avoir cette liberté parce que dans l'édition, maintenant, comme à la télévision, la radio, il n'y a plus. Voilà, c'est tenu. On n'a plus que des gens comme toi qui sont capables de faire des émissions pour parler que de livres. C'est incroyable. Et ça pourrait être remboursé par la Sécu, hein, des livres. Quelle bonne idée. Bonjour les politiques, si vous m'écoutez. La couverture, géniale. Ça fait un peu Sin City, on nous dit. Moi, j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que c'est un peu à ça que j'avais pensé. La couverture de Masso est superbe. En tout cas, nous dit Ludo. Très cinéma, top. C'est aussi ça. Une belle expérience de partage aussi, j'ai l'impression. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'une communauté derrière un artiste, on va prendre le terme un peu général, peut devenir co-auteur dans un projet comme celui-là? Est-ce que les personnes qui suivaient disaient « Ok, je veux que Bertrand Morillo fasse plutôt ça, aille plutôt là, il faut peut-être qu'il se passe ça », ou bien c'était, voilà, il prenait ce qui était livré comme ça un peu tous les jours après un réveil très matinal, ou est-ce qu'il pouvait intervenir au-delà de la couverture? Alors, je crois que la création collective, en tout cas au-delà de 3 ou 4 personnes, elle est très compliquée. J'ai fait que de la création collective au Guignol, on était 3. Au début, c'est pas moi qui choisissais, c'était Benoît Delépine, je crois, qui prenait la décision. Après, quand Delépine et Alain sont partis, c'est moi qui prenais la décision. Donc, quand on est 3, déjà, il faut quand même qu'il y en ait un qui mette le mot juste et le mot qu'il veut sur le papier. C'est par ça que ça commence. Donc la création collective, j'y crois pas, mais là, ça a été une collection collective, une création collective dans le sens où les encouragements, j'avais jamais vu ça. Franchement, j'avais jamais ressenti ça. C'était plusieurs centaines de commentaires par jour de gens, personne ne disait c'est de la merde. Je crois que ceux qui m'ont dit c'est mauvais, c'est de la merde, c'est ceux qui étaient 30 000 au début, ils sont finis 10 000 à la fin. C'est les 20 000 qui sont partis, qui n'ont pas aimé. Mais merci à eux de ne pas avoir insulté et cassé cette espèce de rêve de dynamique entre des gens. Il y a encore des gens qui m'écrivent aujourd'hui pour me demander des nouvelles de Bertrand Morillo. Okay, quand est-ce que ça sort? Donc je leur explique que j'ai tout un tas de travail, que je me suis mis dans des galères monumentales avec des travaux, avec des marioles, avec plein de choses. Et j'arrive pas. C'est construire un mur, ça prend du temps, de la bande passante, et j'ai pas le courage de me lever à 5 heures du matin pour écrire en plus. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui sera un loisir. Et je peux pas me permettre de faire un mur comme un loisir ou un livre comme un loisir. Faire un livre, il y a quelque chose de léger, évidemment, mais de très sérieux. Il faut se lever, il faut y réfléchir, il faut passer plusieurs heures à écrire, réécrire.
puisque c'est comme ça que ça se définit. Hein. Je crois que tous ceux qui écrivent le savent. Écrire, c'est d'abord réécrire. Et il faut pouvoir le faire le soir, le matin, et avoir la tête à ça. Et là, j'ai pas la tête à ça, C'est vraiment. frustrant de ne pas avoir la tête à ça. Ouais, ouais. Ouais, oui, d'autant plus quand j'ai un rendez-vous avec toi. Avec vous, pardon. Avec Pas de toi. Avec vous. souci. Bah, on va devoir Ouais. se tutoyer maintenant. On en a parlé, c'est drôle. Tant pis. J'adore ça. Non, mais c'est la distance qu'on va mettre avec les gens. Ouais. Mais ouais, quand tu m'appelles, quand je participe à la boîte, bah oui, c'est frustrant parce que là, j'ai envie de m'y mettre tout de suite. J'ai quand même beaucoup avancé, hein, mais j'ai. Ouais, si je peux pas, j'y arrive pas parce que là, je suis en train de penser que demain, il faut que j'aille acheter des planches parce que je me suis trompé avec des planches. J'ai pris des formats trop petits et demain, il faut que j'aille racheter des planches. Voilà, il me faut 7 planches d'1,70 m, 7 planches d'1,80 m, 7 planches d'1,90 m et 7 planches de 2 mètres. Voilà, demain, c'est mon travail demain matin, c'est d'aller acheter les planches, puis de les peindre, les poncer, puis de les visser sur des poteaux. Voilà. Je fais des barricades en ce moment. Donc, tu vois, Après, ça peut être complémentaire, hein, parce que moi, je fais beaucoup d'ateliers, je suis beaucoup invité dans les écoles. Ce que je dis toujours, c'est que, comme auteur, mon premier conseil, celui que je donne tout en haut, c'est de vivre, parce que c'est ça que vous allez raconter dans vos livres, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on n'est pas à l'abri que Bertrand Morillo aille acheter des planches. Et il en faudrait autant d'1,70 m. Mais oui, parce que... Et donc, c'est vrai qu'il faut après trouver le temps d'organiser tout ça, mais c'est parfois, ce en que fait, j'ai. on se sert de tout ça. Et j'imagine, on va piocher dans son quotidien quand on écrit comme ça. Mais c'est obligatoire. C'est ce que j'expliquais à cette femme. Je lui disais, si tu as l'envie, les idées, elles sont en toi. Les idées, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as aimé et détesté, c'est tes histoires d'amour, c'est tes fêlures, c'est les blessures physiques, morales, psychologiques. Tout ça, c'est tes idées. Parce que quand tu arrives devant une feuille de papier, d'ailleurs, il faudrait que je retourne voir un psy, j'ai fait une analyse il y a une vingtaine d'années, mais il faudrait que j'y retourne, puisque la première chose qui me vient lorsque j'envoie 2 pages à quelqu'un, c'est un type qui se met une balle dans la bouche. À un moment, ça vient d'où? Quelque part dans cette enveloppe charnelle, il y a quelqu'un qui a envie de se mettre une balle dans la tête. Et c'est quelque chose d'interrogeant. Alors, il se trouve que j'ai le recul dessus et que je suis capable, avec l'humour, de vivre quand même, parce que je pense que si on prend les choses au sérieux, on est foutu. Mais toutes les choses, hein. La maladie, la mort, la religion, les meurtres d'enfants, faut rire de tout, parce que sinon, tout est tellement atroce. Donc, j'ai ça en moi. Voilà ce que moi je fais. Donc, les idées, on n'en a pas besoin. Ou alors, on n'a pas de vie. C'est un peu ça que je résume aussi. Et c'est pas forcément parfois une volonté, mais c'est se dire, il se passe quoi si, et il y a un super exercice, vous pouvez faire ça, c'est très drôle, vous commencez une histoire en disant, j'ouvre la porte, et derrière il y a 3 petits points, vous mettez ce que vous voulez, il peut y avoir n'importe quoi, amusez-vous avec ça, c'est très 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 chouette. Dans ce livre, on va aussi parler un peu écriture. Moi j'ai ressenti une écriture instinctive, brute, et je me demandais, est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que ça vient comme ça vient, les mots, les phrases, ou est-ce que c'est beaucoup de travail pour arriver à cette impression finale que c'est venu d'une manière un peu brute de décoffrage? Parce que ça peut être ça aussi, beaucoup de travail. Je ne sais pas si tu as un lecteur de Céline. Ça pourrait. Non, mais pas les pamphlets. Pas récemment, mais oui. Non, mais voilà, je ne parle pas de ces pamphlets antisémites. Je parle de Voyage au bout de la nuit, par exemple. C'est un des livres qui m'ont marqué quand j'étais ado, parce que j'ai l'impression qu'il écrivait comme on parle. C'est après que je me suis rendu compte que c'était énormément de travail. Je suis un adepte d'Elmore Léonard qui disait, il a écrit 10 conseils pour écrire. Il y en a un qui m'a toujours fasciné, c'est n'écrivez pas les chapitres que les gens sauteront. C'est extraordinaire. Et en plus, c'est ceux qui vous prendront le plus de temps. C'est dès qu'on tire la langue, il faut arrêter. Il ne faut pas tirer la langue. Par contre, lorsque l'idée vient, il faut tout jeter sur le papier. Moi, j'ai ça. Tu vois.
J'écris encore avec ça. Parce que j'aime voir les ratures et j'aime voir d'où est partie l'idée. Dans un ordinateur, on ne le voit plus. Parce qu'on écrit une phrase, puis on l'efface. Donc j'écris d'abord à la main. Tu vois, regarde là la suite de Bertrand Morillo. Je me suis levé ce matin. Le livre, il est résumé là. Capture d'écran, les mecs vont y aller, tu vas voir. On partage la capture d'écran. Ne faites pas un clip de ça, s'il vous plaît. Quoique. J'ai fait ça. Et il y a des flèches un peu partout. Et personne ne peut comprendre ce que ça veut dire. Personne. Moi, quand je vais me replonger là-dedans, avec des ratures et des flèches, je retrouve le cheminement d'une pensée. Et une fois que j'ai cette pensée, la scène, je l'écris une première fois, elle est brute de décoffrage. Parfois, il y a les mots qui viennent, les phrases viennent toutes seules. Et puis après, je travaille. Et je travaille à la musicalité, surtout. J'ai fait un jour une adaptation d'une comédie musicale qui s'appelle Avenue Q. J'ai appris la prosodie, la musicalité. Et j'aime bien que mes phrases aient un rythme. Alors, il y a quand même des gens qui m'ont dit « ça va trop vite ». Bon, ben, moi j'adore quand ça va vite, j'aime pas que ça traîne, quoi. Et si on a quelque chose à dire, on le dit. Et j'essaye de virer les adjectifs qui servent à rien. Elmore Leonard dit ça aussi. Ne dites jamais, par exemple, le personnage dit avec colère. Ben non, il dit quelque chose. On verra bien si c'est de la colère. Et laisse le lecteur interpréter la colère. Si tu as bien fait ton travail, normalement, il sait que le mec est en colère. Tu n'as pas besoin de résumer. Tu n'as pas besoin de dire dans quel état il est. Donc, et alors, niveau écriture, parce que ça va évidemment avec, tu as longtemps travaillé pour les Guignols de l'info, ça, j'apprends rien à personne. En quoi l'écriture de sketch est différente ou similaire à l'écriture d'un roman, comme ça? Parce que c'est 2 pages par 2 pages, comme ça, qui viennent, donc on pourrait se dire, tiens, c'est cousin germain avec finalement l'écriture d'un sketch, qui est un ADN très très précis au niveau de l'écriture. Est-ce que c'est comme le tennis et le tennis de table, c'est proche, mais ça déforme les gestes? Ou est-ce que finalement on s'en sort plutôt pas mal avec est-ce que ça se ressemble ou pas du tout? Ce sont des faux amis peut-être? Non, tu as raison, j'avais pas pensé à ça. Le fait d'écrire 2 pages, alors c'était souvent plus que 2, hein, mais le fait d'écrire 2 pages ressemble à un sketch. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver comment on va finir pour que les gens reviennent le lendemain. Et c'est ce qui fait que il y a plein de chapitres très courts. Enfin, je ne sais pas, mais ça dépasse rarement 4-5 pages un chapitre. Hein. Et ils étaient numérotés de 1 à 35 sur Facebook. Et on a gardé, je crois, ce type on a imaginé comment faire des chapitres plus longs avec Masso, mais on s'est dit, ne mentons pas, faisons ce qui était à l'origine. Allons-y carrément, faisons-le. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'essentiel, qu'on sente une sincérité. Tu sais, il y a un compliment, parce que j'adore qu'on me fasse des compliments. Là, il y a des gens qui m'ont envoyé il y a des sites de polar, je ne savais pas, et il y a des critiques dessus qui sont extraordinaires. Je suis extrêmement touché. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils regardent ton émission, puisque ça parle de livres, mais je suis extrêmement touché par ça. Et les compliments qu'on me fait me touchent quand ils relèvent pas de « Ah, vous m'avez bien fait marrer, vous êtes con » et tout ça, je m'en fous un peu, mais par exemple, là, je joue une pièce de théâtre par intermittence depuis 2019 à cause du Covid, mais qui s'appelle Les Pâtes à l'ail. Et je la joue avec un ami d'enfance, on se connaît depuis 64 ans, puisque sa mère était ma nourrice, donc on est vraiment frères de lait, comme on disait, et qu'on ne dit plus, c'est bien dommage. Et on n'est pas réellement comédien, mais on a écrit quelque chose qui est proche de nous, qui nous ressemble, et sur scène, quand on joue, la seule chose que le metteur en scène a eu à faire, c'est à nous dire ne perdez jamais la sincérité que vous avez et la sincérité de votre rapport. Parce que on peut ne pas être, on n'est pas De Niro, on n'est pas capable de composer Raging Bull d'un côté et puis
mon beau-frère, de l'autre, les derniers films qu'il fait, c'est tout pourri, le pauvre, enfin bref. Et on est sincère au point que les gens sont touchés. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Je voulais pas qu'on parte que ce qu'il y avait sur Facebook serve de brouillon et que j'essaye d'améliorer, que j'essaye. Les choses qu'on a à corriger, c'est les fautes d'orthographe. Et je crois qu'il reste 2 ou 3 coquilles. Il y a un N qui traîne quelque part. Il y a des choses, il y a des coquilles encore. Mais c'est la sincérité qui sauve. C'est le témoin de qui tu étais au moment où tu l'as écrit. Simplement. Et c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Ah ben franchement, oui. Moi, je trouve ça triste parce que on en parle souvent pour des rééditions où je me rappelle, moi, pour mon premier roman où on m'a dit on le réédite, j'ai dit je touche à rien. C'est le témoin de qui j'étais il y a 10 ans quand je l'ai écrit. Et voilà. Si vous voulez savoir qui je suis aujourd'hui, je vais écrire un nouveau livre et on est reparti. Mais c'est vraiment... Et on le voit. C'est ça que je disais, le côté brut de décoffrage. Mais moi, ce que j'y ai vu, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Pour être honnête avec tous les gens qui écoutent. Ça n'a pas l'air par moment, mais en fait, si, les dialogues. Il y a un talent dans les dialogues. Ça, c'est pas donné à tout le monde au passage. Et dans le rythme, on parlait de musicalité tout à l'heure. Au-delà de ça, il y a du rythme aussi, parce que c'est pas 2 pages, parfois il y en a 4, parfois il y en a 5, et ça a du sens parce que ça se justifie. Mais on n'a pas de chapitre qu'on a envie de passer. En tout cas, moi, j'en ai pas eu, donc je suis plutôt, plutôt bon public quand ça se passe comme ça. Dans ce livre, on l'a dit, par contre, on croise des personnages hauts en couleur, on les retient, et notamment Bertrand Morillo, ça m'étonne pas que les gens l'attendent avec impatience. Quelle part y a-t-il de toi dans ce personnage? Parce qu'il y a beaucoup, c'est un personnage complexe, et on dit souvent que les auteurs mettent un peu d'eux-mêmes dans chacun des personnages. Mais c'est laquelle de part de toi dans Bertrand Morillo? Puisque ce sera et c'est ton personnage récurrent par rapport au livre dans ce genre-là. Le désespoir joyeux. Je suis un désespéré joyeux. Depuis que j'ai appris que j'allais mourir, je devais avoir 3 ou 4 ans, et que tout ce bordel a une fin, et que depuis que je sais que l'univers visible, c'est jusqu'à, je crois, 93 milliards d'années-lumière, c'est inimaginable qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies et qu'on ait une toute petite crotte bleue dans cette immensité. Je me dis qu'il est totalement dérisoire de se prendre au sérieux sur la politique, la maladie, l'accident, se demander si c'est normal qu'il y ait des noirs et des blancs et qu'il y a trop d'immigrés. Qu'est-ce qu'on nous raconte, quoi? Et ce truc, l'humain, quand il fait ça, me remplit de désespoir. Mais comme je n'ai pas le courage, peut-être, de me suicider, et que si on ne sait pas étrangler avec son cordon ombilical à la naissance, il faut aller jusqu'au bout, je suis joyeux. Voilà, je fais en sorte que rien ne m'affecte et que je puisse esquiver. Je fais de l'aïkido mental très souvent. Bertrand Morillo, il a de ça. Quand je dédie que les deux premières pages que j'envoie, ce qui me vient, c'est un mec qui se tue et qui n'y arrive pas, je pense que j'aurais dû mourir étouffé, étranglé avec mon cordon ombilical et que ça ne s'est pas produit. Et que depuis, je vis quand même. Ça, c'est ce que j'ai de commun avec Morillo. Mais après, j'ai des choses communes avec Soumaya, j'ai des choses communes avec Berbère sur le côté être droit, essayer avoir de l'honneur, le sens d'une éthique, déontologie sur les choses. Et puis, ça ne marche pas. Donc, on dévie un petit peu. J'essaye d'être droit, mais de temps en temps, j'esquive. Voilà. Donc, oui, tu as raison. Il y a de moi dans plein de personnages. Et après, il y a des fantasmes. Il y a le personnage du vraiment très méchant qui est une machine de guerre à lui tout seul, quoi. Et j'adore cette idée que chaque fois que je vois des militaires dans la rue avec des armes chargées, des armes de guerre chargées, je me dis que si un gros méchant cherche vraiment des armes, il en a là.
Parce que quelqu'un qui est très fort, c'est des gamins, ils ont 20 piges. Hein. Quelqu'un qui est très balèze, les 3, il se les fait en 10 secondes et il a 3 FAMAS dans les mains. Chaque fois que les flics ont le droit de prendre l'avion avec un flingue, il suffit de savoir où il est, tu vas lui prendre son flingue. Hein. Donc je trouve que c'est pas malin de mettre des armes en circulation, même sur un policier. Et je suis pas d'accord avec Trump quand il dit que le meilleur moyen d'abattre un méchant avec une arme, c'est de mettre en face de lui un gentil avec une arme. Je suis pas d'accord avec ça. Donc ce côté désespéré, l'être humain est tellement désespérant, et le manque de courage fait de moi un désespéré joyeux. Et puisqu'on est dans les personnages, je me demandais, est-ce que c'est... qu'est-ce que ça fait? Moi, le terme que j'utilise, c'est des personnages grains de sable. C'est-à-dire ceux qui font précisément ce que personne ne leur a demandé. On est clairement là-dedans avec Bertrand Morillo. C'est captivant à camper un personnage comme ça dans un polar. Parce que je comprends les gens qui disent « tu nous as bien fait marrer ». Oui, il y a bien d'autres choses derrière, mais ce grain de sable-là, ça pouvait pas être autrement quand même. C'est captivant, ça doit être très amusant à camper. Comme un méchant d'ailleurs. C'est très marrant aussi de camper les méchants en général. Alors ça vient d'une phrase qui était dans mon bureau pendant très longtemps, que j'avais mis sur le mur, c'est « je passe mon temps à répondre à des questions que personne ne me pose ». En fait, le questionnement intérieur, c'est comme une sorte d'auto-interview permanente. Je peux m'auto-interviewer une journée entière. Et en posant 100 fois la même question et en essayant d'y apporter une réponse. Parce qu'il y a des choses qui sont interrogeantes. Et généralement, c'est sur l'être humain. Comment on peut se laisser manipuler à ce point-là sur tel truc? Comment on ne comprend pas quelque chose? Je ne dis pas que moi, je comprends les choses. Hein. Je dis simplement que le doute et le savoir sont les deux choses qui m'obsèdent. Le savoir parce que c'est le savoir, c'est bien d'en avoir hein, quand même. Et le doute parce qu'il permet de mettre à l'épreuve ce savoir et de le réactualiser régulièrement. Je trouve que cette interview intérieure, elle aide à éviter la bêtise. Quelqu'un qui me verrait réfléchir tout seul me dirait ce mec est fou, c'est un débile. Il est con, il parle tout seul, il fait des trucs. Morillo, quand j'écrivais, je parlais. Hein. Mm-hmm. Je parlais tout seul. J'avais Morillo qui regardait, qui disait des trucs. Je sais pas, il y a un moment dans le bouquin où il est avec... il y a toute une bande de GIGN ou de gens comme ça, super entraînés. Et il y en a un qui dit une connerie et tous les GIGN sont suspendus. Et il regarde un mec qui a la gueule à moitié arrachée et qui dit un truc genre, bon, alors on discute ou on y va? Et les mecs sont là avec des flingues. C'est qui la personne là? Et ce moment-là, j'ai dû le jouer 100 fois pour vraiment comprendre qu'un mec qui est en train de s'armer, de préparer son équipement, de se dire, je pense toujours aux gens qui sont rentrés dans l'hyper-cachère. Il y a un mec avec un bouclier, en face, il y a un terroriste avec des calaches. On lui dit, on y va. Le mec, il dit, bah ok. Donc il lève le truc, là, il lève le rideau de fer, il met le bouclier, il entre, et il se fait, mais allumer à la calache. Et le mec, il rentre, l'autre, il est à 3 mètres. Et il le dégomme. Et le mec part, il a une balle dans le pied ou je sais pas quoi, il a mal. Tu dis, mais ces mecs-là, c'est quoi ces gens? Merci, quoi. Tu dis, c'est des héros, vraiment. C'est des flics héros. C'est pas les braves M qui vont taper sur des petits vieux sur leur moto, tu vois, voilà, c'est pas la même chose. Et donc, c'est ce moment-là, quand j'ai voulu l'écrire, il fallait que je le joue. Donc, je me le suis joué plein de fois. Et donc, je me suis posé la question que personne ne m'avait posée. Mais ça fait quoi à ces mecs qui sont surentraînés de voir un type qui a la gueule à moitié arrachée, leur dire, bon, ben, allez, finalement, on y va. Mais t'es pas le patron. Pourquoi? Tu vois, et ce moment-là, il est... voilà, c'est un moment que je me suis joué plein de fois. Voilà. Et dans ce roman, il y a un ingrédient en plus que j'adore par-dessus tout, c'est la digression.
Là, on l'a pas souvent dans les romans. Et moi, j'adore. Alors, c'est un peu le mode Abraham Simpson activé, si vous voyez ce que je veux dire pour les gens qui ont la référence des Simpsons. Mais on vogue dans le flux des pensées. C'est un peu ce que tu expliquais, des questions que personne ne t'a posées. Le cerveau, comme ça, qui dérive, qui joue à marabout bout de ficelle tout seul, comme un grand. On a des passages, mais de nouveau, c'est à mon avis très travaillé à nouveau, mais c'est très amusant à lire parce que on est dans une action, puis on voit que le personnage part dans d'autres pensées et on le suit, et ça c'est très très rare. Moi, c'est un ingrédient que j'ai adoré parce que je le vois pas si souvent que ça. C'est un jeu d'utiliser ça. Ou c'est naturel aussi, peut-être. Alors, tu me dis qu'est-ce qu'il y a de Bertrand Morillo? Morillo, c'est moi finalement, parce que ça m'arrive souvent. Mais ça arrive à tout le monde, ce genre de truc. Tu sais, marabout ficelle, c'est exactement ça. Tu es en train de faire quelque chose, tu regardes un papillon qui passe, tu suis le papillon, il y a une hirondelle, tu regardes l'hirondelle, tu regardes le toit, tu te dis tiens, ils ont mis des briques rouges là-dessus, je ne savais pas qu'ils avaient fait. Il y en a une qui est cassée, putain, faut pareil, le truc. Et là, ça y est, c'est parti. Ton cerveau, il est sorti. Et tu étais en train d'écrire. Tu as suivi un papillon. Tac. Et ça, c'est. Je crois que tout le monde fait ça. Tous les gens qui étudient, en tout cas, a priori. Je sais pas, il me semble que tout le monde doit faire ça. Je regarde beaucoup en ce moment des Albanais travailler, parce qu'il y a beaucoup d'Albanais en Grèce qui travaillent, parce que les Grecs sont partis. Et il y en a un qui m'a vraiment plu. Il est arrivé pour tailler des pierres avec un siège de voiture. Il avait un siège de bagnole. Je ne sais pas ce qu'il a posé ça sous un arbre pour être à l'abri. Il y a un camion qui est arrivé, qui a posé des pierres. Ils étaient 4 ou 5. Lui, son métier, c'est de couper des pierres d'angle. Donc, il taille des pierres d'angle. C'est tout ce qu'il fait. Après, il les jette. Comme ça, il y en a d'autres qui viennent avec des brouettes et qui les emmènent. Et le type est arrivé, donc concentré, toutes ces pierres. Et au bout de peut-être 1 heure, il chantonnait des trucs, je ne sais pas ce que c'était, et au point qu'il a jeté une pierre sur son pied. C'est-à-dire qu'il était là, comme il a fait aïe! Puis, mais comment c'est possible de se balancer une pierre sur le pied? On peut faire plein de trucs, donner un coup de pied dans une pierre, mais jeter une pierre délibérément sur son pied, ça veut dire qu'il était sorti de son corps. C'est comme tu sais, quand tu joues du tam-tam, à un moment, tu sors de ton corps. Le rythme vient d'ailleurs. Et le mec s'est balancé une pierre. Donc, il était tellement loin dans sa tête, tellement sûr de ses gestes, qu'il s'est dit à un moment, je la pose là, tiens, celle-là. Ah merde, il y a mon pied. Il n'avait pas vu. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse tailler une pierre et dans sa tête être aussi loin que ça, chantonner, au point de ne pas savoir où tu vas poser. C'est une pavasse qui doit peser 5-7 kilos. Hein. Non, faut être albanais. Hein. Manque de bol. Est-ce que tu as encore quelques minutes? Parce que je vois le temps file. Désolé, je suis bavard. On débat, mais c'est capturant. Et tout le monde dans le chat dit plus ou moins la même chose. Kiko, mais oui, moi je fais ça. Mais en plus, après, je ne me souviens plus du tout de ce que j'étais en train de faire avant. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Oui, mais oui. Mais quand on écrit, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Pour l'anecdote, vous aimez bien les anecdotes hein, sur cette chaîne, je me rappellerai toujours, un jour, je cherchais une musique qui allait avec une scène, et je me suis dit, le personnage est en train d'écouter de la musique, j'ai cherché ça. 3 heures plus tard, j'avais écouté environ 4 albums, j'avais pas écrit 3 mots, mais j'avais écouté Spotify, enfin tous ses potes. Je crois que j'étais à 3 heures d'écoute, et je me suis dit au final, je ne sais toujours pas quelle chanson il est en train d'écouter, mais j'ai réécouté des vieux morceaux, j'étais content, je passais de l'un à l'autre, j'ai repris la guitare, c'était n'importe quoi. Mais ça arrive parfois aussi quand on écrit, oui, vraiment. Mais c'est amusant, ça crée des souvenirs, des choses... Des souvenirs dont on ne se souvient pas vraiment, c'est encore pire. Oui, ça ressemble au rêve éveillé, tu sais, il y a des gens qui ont cette possibilité de contrôler leurs rêves et de changer la chute d'un rêve, de se dire je vais changer de direction pendant qu'ils sont en train de rêver parce qu'ils ont conscience qu'ils rêvent. Ça s'appelle l'onanoni, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un nom là-dessus et je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça. Et ça m'arrive souvent de trouver la fin du livre. Tu sais, quand tu es dans le demi-sommeil, tu sais, je sais comment ça finit. Ah putain, il faudrait que je me lève. Là. Et 2 heures après, tu te réveilles, tu dis, j'avais pas la fin du bouquin, moi. C'était quoi? Et là, tu retournes
Et ça, c'est là que ça devient du travail. Et t'as des petits carnets à côté de toi, Plein. plein, un magnétophone, quelque chose d'autre? Non, j'ai pas de magnétophone. Je suis incapable de faire ça par magnétophone. Mais j'ai, par exemple, ben là, tu vois, j'ai ça, là, j'en ai un là, j'ai ça, notes. Et dans les notes, ça, c'est les notes que j'ai prises il y a pas longtemps. Voilà, je note tous les jours. Je note. Alors, c'est ce que je disais à cette femme qui a permis que ce livre existe. Une idée, ça veut rien dire. Mais l'association d'une idée avec une autre idée, avec une situation que tu as vécue, avec ta façon de voir les choses, ça peut faire un concept. Ça peut faire une scène. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent là tout de suite, mais si tu as vécu un peu une vie pas trop bêtasse, tu sais, où tu n'as pas bêtement fait ce qu'on t'a dit, tu as avancé tout droit, tu n'étais pas trop occupé de ce qui se passait, normalement, il y a des choses qui t'ont agacé. Et quand tu te retrouves face à une situation, je sais pas, une vieille qui tombe, par exemple, elle tombe dans la rue, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a des gens qui se précipitent, il y a des gens qui crient dans un coin, elle est tombée, ils font rien. Il y a des psychopathes qui rigolent, il y a des... Et ceux qui filment pour TikTok. Ceux qui filment pour les réseaux. Oui. Ce sont des monstres. Si vous nous écoutez, vous êtes des monstres. Tu vois, par exemple, ça, c'est déjà le départ de quelque chose. Tu as un avis et tu te dis, tiens, j'ai un personnage, il y a une vieille dame qui tombe dans la rue, elle se casse le col du fémur, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a une femme dans un coin qui se met à hurler, mon Dieu, elle est tombée, c'est atroce, elle a dû se faire mal. Mais elle n'agit pas, elle ne fait rien. Il y a un mec qui se précipite, il fait n'importe quoi. Et puis, il y en a un qui filme, et le personnage principal dit, ces trois-là m'énervent, il file une patate au mec avec le téléphone, il lui arrache son téléphone, il va le foutre dans la bouche de la nana qui crie pour qu'elle se taise, il attrape le type qui est en train de lui casser encore plus en la déplaçant par les cheveux, et à ce moment-là, il dit à la dame, on va se calmer madame, tout va bien se passer, j'ai réglé la moitié du problème. Donc et là, les flics arrivent et l'embarquent parce qu'il a tapé 3 personnes. Donc on a le début de quelque chose. Mais ça ne vient que du fait que, par exemple, tu aies dit, le mec qui filme, c'est un enfoiré. Donc, si tu as ça en tête, tu as déjà le début de quelque chose. Après, il faut l'agencer et le mettre, créer des concepts les uns après les autres, mélanger les concepts, et peut-être que de temps en temps, on a à la fin une bonne histoire. Je sais pas. Et alors, on entend très très souvent dire que la force du polar, puisque... C'est quoi ce bordel? On est un peu là-dedans quand même, hein. C'est de parler de la société, des sociétés, j'ai envie de dire, et de toutes ces couches, parce que c'est important aussi. Et une fiction, plus précisément dans un roman comme ici, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est une voie royale pour la liberté d'expression qui, je le sais, te tient très à cœur. Et moi aussi, et bien évidemment. Mais on dit souvent que le polar permet ça, de braquer un projecteur sur les sociétés, toutes ces couches. C'est un terrain de jeu génial d'écrire un roman. Je vais avoir 65 ans. Je trouverais pathétique d'aller faire des sketchs à la télévision à mon âge ou aller donner mon avis comme El Kabash à 90 ans. Je trouve ça pathétique. Mais je ne veux pas renoncer à faire des choses ou dire des choses. Et le livre, et notamment le polar, est quelque chose qui permet ça. Ça me permet d'exprimer des choses. Par exemple, il y a une chose qui me tient à cœur et qui est dans la suite de Morio, c'est les paternités imposées. Tu verras quand tu auras fini le livre, parce que tu m'as dit que tu finissais jamais les livres pour pouvoir pas les spolier et que tu les finis après la boîte. Tu verras, le dernier mot, c'est l'avant-dernier mot, c'est un prénom. Et ce prénom m'ouvre la porte vers les paternités imposées, qui est un problème monumental en France. Et c'est pas le moment d'en parler avec les histoires de MeToo, balance ton porc et tout ça. C'est les mecs qui viendraient se plaindre en disant attendez, dites donc les filles, vous avez quand même tous les droits en matière de mise au monde. Nous, on n'en a aucun. On est des donneurs de sperme. On n'a rien. Et si par hasard, vous voulez faire un enfant toute seule, vous pouvez. Alors que nous, non.
Donc, on va se mettre d'accord. Pour faire un enfant, il faut être pas deux, il faut un utérus avec, on va mettre des trucs dedans, mais pour le concevoir, on peut le faire seul, mais pour l'élever, il faut être deux, il faut se mettre d'accord. Et les paternités imposées, je ne savais pas que ça touchait autant de gens que ça. Et donc, Bertrand Morillo, je vais lui coller un truc sur le dos qui va bien l'emmerder. Suite au prochain épisode, c'est un peu ce que laisse présager la couverture et puis toutes les réponses ce soir. Une première enquête dans ce livre, C'est quoi ce bordel? Quels sont les projets? Tu en as déjà un peu parlé, mais donc, faut suivre sur Facebook. Ça, c'est la première chose pour pouvoir peut-être participer à ce projet, à cette aventure collective. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas quand tu la commences, si c'est déjà précis ou pas du tout. Donc, le mémoire que j'ai écrit, Massot l'a lu et il me dit il faut le publier, il faut le publier, il faut le publier. Et moi, je lui dis pas comme ça. Faire une bio, c'est un peu bizarroïde. Par contre, faire ce qu'on a fait là, essayer d'expliquer un petit peu où est l'inspiration quand elle se cache, où est-ce qu'il faut la pister quand elle disparaît, quand on a le stylo en l'air et que la page blanche est là et qu'il n'y a rien qui vient. Tout ça, c'est des choses que j'ai envie de transmettre. Et donc, je vais peut-être publier ce truc-là. Je vais essayer de le finir pour la fin août. Et normalement, dès début août, je commence à publier sur Facebook la suite des aventures de Morillo. Ça s'appellera Vice de forme. Et il va y avoir il y a de l'action beaucoup. Beaucoup. Le pauvre, il n'a encore pas de peau, quoi. Bah oui, c'est comme ça la vie, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Je vous invite à suivre donc sur Facebook. Je pense que tu es aussi sur Instagram, etc. Mais c'est principalement sur Facebook pour les pour le livre, c'est sur Facebook. Pour les conneries et m'engueuler, sur son Twitter. Twitter, je me fais incendier. J'en suis à 7500 personnes bloquées. Mais bon, je m'en fous, il m'en reste 130 000. Mais vraiment, je bloque les gens en pagaille. J'ai mis, c'est pas tes opinions que je bloque, c'est ta bêtise. Il y a des gens, mais d'une bêtise. Mais mon Dieu. Voilà, j'en veux pas aux gens d'être cons, j'en veux d'être bêtes. Dire des conneries, je fais ça toute la journée, je dis des conneries plus grosses que moi parfois. Je peux m'excuser, mais je persiste pas, j'essaye de pas être bête. C'est fatigant de gérer tous les réseaux comme ça. Et tous les codes actuels. C'est chronophage, ouais. C'est chronophage, ce qui me réjouit, c'est qu'on écrit, c'est que c'est des mots. Et comme on écrit vite, on va à 200 à l'heure, on oublie un S, on fait un pluriel, on met pas de S. Et il y a toujours quelqu'un qui te fait « Eh ben, avant d'avoir un avis, tu devrais acheter un Becherel. » Ceux-là, tu as envie de leur dire même. Les réseaux bêtes et méchants, nous dit Agrippine. Oui, il y a vraiment beaucoup... Ça, après, si tu veux qu'on parle de ça, Agrippine, il y en a pour 4 jours d'interview. Rien de là. Mais voilà, oui, donc voilà, ces gens-là, c'est de la bêtise à l'état. J'ai envie de leur rappeler que Voltaire écrivait pratiquement en phonétique. Eh ben, du coup, tu seras réinvité au moment où la suite va sortir et on pourra recaser les réseaux sociaux dedans. Il y a évidemment plein de sujets qu'on aurait pu aborder, mais le temps file malheureusement, mais heureusement quand même, sinon on ne s'amuserait pas et on serait là comme ça à errer, ce serait triste. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Merci encore de l'avoir soulevé, ce couvercle. Que sais-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Vous laissez pas emmerder. Faites des choses. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire quelque chose face à quelqu'un gros, c'est que vous n'avez jamais passé une nuit avec un moustique dans votre chambre. C'est pas de moi, c'est du Dalai Lama. Et je trouve que dans la vie, on ne fait rien de mieux qu'être ce putain de moustique qui emmerde le monde. Et on va rester là-dessus. Rien à ajouter par rapport au Dalai Lama. Merci infiniment Bruno
pour ta présence, pour ton temps. Courage avec les planches de toutes les dimensions. Et puis il y a du boulot en écriture parce que ce livre-là, il donne envie qu'il y en ait d'autres. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi ce bordel? C'est un très bon livre. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Masso, comme on le disait. Vous pouvez aussi faire les curieux. Il y a plusieurs couvertures. C'est des choses folles, c'est de la créativité, c'est du partage. C'est le mot que vous avez retenu dans le chat. Je vous remercie aussi pour votre participation.